Bonsoir, chers téléspectateurs de l'émission 19h chez vous. Ravi de vous retrouver pour ce deuxième numéro de la semaine. Aujourd'hui, nous allons parler du cœur. Le cœur qui est le moteur de notre vie. Le cœur qui bat sans relâche, qui porte nos émotions, nos efforts ainsi que nos espoirs. Mais malheureusement, nous pensons très peu à lui. Pour ne pas dire, nous ne pensons qu'à lui que lorsqu'il nous alerte, chose qui n'est pas du tout bonne. Alors aujourd'hui, nous ouvrons cette émission dédiée vraiment à ce trésor. Et nous allons recevoir un invité spécial qui s'y connaît à la matière. Avec lui, nous allons découvrir beaucoup de choses sur le cœur concernant sa prévention, les maladies cardiovasculaires et bien évidemment comment faire pour bien entretenir ce trésor. Et avec mes trois sœurs, oui, ce soir, nous sommes trois. Fatou, Ouassa ainsi que Antara, je vous dis bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va. D'accord, ok. Super bien. D'accord, alors aujourd'hui avec vous et puis notre invité, on va parler du cœur. Le cœur qui est, comme je le disais tout à l'heure, le moteur de notre vie. Selon vous, qu'est-ce qui peut causer un AVC? Fatou, on commence toujours par toi. Bah oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors pour moi, Oui. ce qui peut créer des AVC, ça peut être le stress. Ok. Le stress et puis aussi peut-être les problèmes de tabagisme. Oui, tout. Donc c'est ce que je pense D'accord. pour le moment. Ok. Pas ça. Merci bien. Moi, en tant que coach, toujours, ce sujet m'interpelle beaucoup parce que moi, mon travail est spécialisé mindset. Ok. Et la plupart du temps, les clients, quand je les reçois au cabinet, ils ne viennent pas que pour des problèmes d'esprit, on va dire, de mindset, mais la plupart, c'est des problèmes émotionnels. Et c'est des questions de stress, de surcharge mentale et tout ce qui est émotionnel. Et malheureusement, nous le savons, les femmes, nous n'écoutons pas nos émotions. On essaie de les cacher, de les intérioriser parce que la société nous demande d'ailleurs qu'il faut être une femme forte. Donc du coup, la plupart, quand les gens arrivent, ils sont déjà pratiquement brisés et que les effets ont quitté le côté émotionnel et c'est devenu physique. Donc je pense que ce sujet est très très important pour nous et pour toutes les femmes qui nous regardent ce soir. D'accord. Merci beaucoup, Assa. Antara. Donc, bonsoir aux téléspectateurs. Émilie, pour moi, les causes de l'AVC, ce serait l'obésité morbide. Ok. Voilà. Et également, il y a l'alcoolisme notoire. C'est ces sujets, comment Deux on dit déjà. facteurs. Voilà, ce sont ces deux facteurs-là que pour moi, en fait, qui pourraient justifier AVC. D'accord. Je peux rajouter? Oui, vas-y. Elle a parlé de l'obésité. Moi, je sais aussi qu'il y a des personnes minces aussi qui ont des AVC. D'accord. Oh. D'accord. Mais il y a aussi la sédentarité, hein, on ne bouge pas du tout. Il y a l'hypertension, bien sûr. Il y a le diabète aussi. Je pense qu'il est compris. D'accord. Le docteur est là, il va bien nous Exactement. éclairer la lanterne. Merci Ouassa, tu l'as dit, notre docteur est là sur ce plateau et Fatou nous dira de qui il s'agit. Fatou, qui est ce docteur? Ce docteur va nous parler du cœur. Et ce docteur, il se nomme docteur Évariste K. Dabiré. Et c'est un cardiologue connu et reconnu et qui fait beaucoup dans les, comment dirais-je, ils font les évacuations, ils font beaucoup les évacuations. Et donc, quand on l'a appelé, il a eu la gentillesse de venir nous parler de tous ces problèmes de cœur-là que nous avons en ce moment. Donc, merci à vous d'être venus. Merci à vous de me recevoir. Bonsoir à vous. Nous sommes chanceuses de vous avoir sur ce plateau. C'est moi qui suis chanceux parce que ça me donne l'opportunité de me présenter aux uns aux autres, à vos téléspectateurs. D'accord. Mais déjà, je vais essayer de vous noter tout à l'heure Ok. la question qui a été posée. Ok. Je pense que je vous donnerai à toutes trois 8 sur 10. Voilà, parce que vous êtes vraiment dans les facteurs de risque cardiovasculaire. Ok. Voilà, chacune en a dit un peu. Et donc, ces facteurs de risque cardiovasculaire ensemble
ensemble donc, donnent un accident. Oui. Voilà. Et donc, quand il s'agit du cerveau, c'est l'accident vasculaire cérébral. Donc, qui peut être par manque d'oxygénation, comme qui peut être dû à une hémorragie. D'accord? Voilà. Donc, on a commencé par là. Je ne vais pas aller plus loin de toute façon dans le cours du débat. Voilà. Et je vais pouvoir, disons, mieux expliquer ma pensée. OK. Voilà. Alors, donc, dans la présentation, Fatou m'a présenté comme médecin cardiologue. C'est vrai que ça fait 30 ans que je suis médecin. Déjà. Le temps passe vite. Et puis, nous soignons, on évacue, mais ça, ce n'est pas mon activité principale. Voilà, nous soignons. Donc, pour ne pas faire de publicité, je suis cardiologue à Ouagadougou. D'accord. Et vous faites aussi de la prévention? Beaucoup de prévention, voilà. Parce que le but, disons, du médecin, des médecins que nous sommes, c'est de soigner, mais de prévenir d'abord. Voilà. Et donc, dans notre travail de tous les jours, on parle de prévention. Encore de prévention. Voilà, comme ça, cela nous évite donc d'avoir trop de travail après. OK, voilà. D'accord. Alors, tout de suite et maintenant pour le téléspectateur, le citoyen lambda qui nous regarde, moi j'aimerais poser la question de savoir quel est le rôle d'un cardiologue, hormis tout ce que vous aviez énuméré, et aussi le rôle du cœur. C'est vrai que moi j'ai dit que c'était le moteur de notre vie et tout, mais concrètement, son rôle c'est quoi? Alors, donc le rôle du cardiologue, sa spécialité, donc c'est cœur et vaisseau. Okay. Voilà, donc c'est pas seulement le cœur. Voilà, donc c'est la pompe qui est le cœur. Et évidemment, tous les vaisseaux qui rentrent au cœur et qui sortent donc du cœur. Et notre travail est de les maintenir en bonne santé. Okay. Voilà. Donc le cœur, donc c'est un organe qui est creux. C'est une pompe. Et cette pompe, c'est vraiment le moteur qui nous permet donc de vivre. Voilà. À chaque seconde, à chaque cycle, nous avons le cœur qui contracte. Là, c'est la systole. Il se repose, puis il contracte encore. Voilà, c'est comme ça que le Seigneur a fait les êtres humains en l'occurrence, même disons les animaux. Voilà. Donc maintenant, le cœur, il est, selon qu'on soit homme ou femme, il est un tout petit peu différent. En ce sens que les hommes, nous avons un cœur qui est plus grand, qui est plus lourd, entre 300 et puis 350 grammes. Et la femme, elle a un cœur à peu près de 250 grammes. Oui. Voilà. Et donc, ma question. Voilà. Oui. Et donc la physiologie fait que tant que les dames sont jeunes comme vous l'êtes, vous êtes protégés par les estrogènes. Voilà, ce que nous, on n'a pas. Mais après, le temps de la ménopause venue, vous n'avez plus cette protection. Donc du coup, vous êtes évidemment maintenant sujette à avoir des pathologies cardiovasculaires. D'accord. La nature est bien faite. Ah oui. Mais c'est équilibré. C'est bien fait quelque part. Voilà. C'est équilibré. Je peux enchaîner un peu en fonction de votre affirmation par rapport à la taille du cœur de l'homme et de la femme. Je pense que c'est proportionnel. Et même la taille du cerveau aussi chez la femme et l'homme, c'est pareil. Parce que chez l'homme, c'est 3 et quelques, la femme aussi, c'est 2 et quelques. Je pense que c'est en fonction de notre masse corporelle. Oui, mais c'est en fonction de la masse corporelle, mais en règle générale, voilà, un homme et une femme n'ont pas le même poids, ni du cerveau, ni du cœur, quoi. Voilà. Mais après, il y a des poids quand on les atteint, parce qu'on parle de poids. En fait, nos cœurs ressemblent à des cœurs de moutons. Voilà, quand vous voyez le cœur d'un mouton, quand on l'abat. Alors donc ce cœur-là, le mouton, et notre cœur est un peu comme ça, mouton et porc. Voilà, ça se ressemble vraiment. Voilà. Après, il y a certaines pathologies que nous avons en cardiologie qui font que le cœur grossit. Donc il grossit, il devient musclé ou bien il se dilate. Voilà, donc le cœur peut devenir comme un cœur de bœuf. Voilà. Et donc du coup, ça c'est dans les cardiopathies dilatées, l'insuffisance cardiaque, etc. Mais je pense qu'on reviendra là-dessus aussi parce qu'il y a les complications de l'hypertension artérielle, j'en parlerai après. D'accord. En même temps, moi je voudrais savoir, est-ce que cette différence-là, ça joue sur les émotions à la fois, côté homme et femme? Non, absolument pas. Absolument pas. Donc nous ressentons les émotions de la même manière. Nous ressentons exactement pareil. Okay. Quelquefois, on peut même penser que
on pense que les hommes peut-être sont plus stoïques, mais c'est pas avéré. Hein. Oui, ou souvent Quelquefois, parce que c'est nous les femmes, on arrive à mieux encaisser les émotions par rapport aux hommes. Les hommes aussi On nous encaissent. exige à encaisser. Oh. Les hommes aussi encaissent. Et nous encaissons très bien aussi. Donc c'est pas une affaire de femmes seulement. On pleure, hein. Seulement, il y a un endroit où pleurer. Voilà, vous ne pleurez pas en public, mais voilà. D'accord. Fatou. Moi j'aimerais savoir, est-ce que l'hypertension artérielle joue directement sur le cœur en fait? D'accord. Et que faut-il faire pour éviter cela? D'accord. Il serait bon déjà qu'on définisse ce que c'est que l'hypertension artérielle. Effectivement. Donc il y a une élévation des chiffres tensionnels. Selon l'OMS, quand tu atteins 14 et plus pour la systole, tu es hypertendu. Quand tu atteins 9 et plus pour la diastole, tu es hypertendu. Alors, donc dans le monde, l'hypertension est devenue notre maladie, donc de notre génération. Il y a à peu près 1,2 milliard 1,2 milliard d'êtres humains en 2026 qui sont hypertendus. Et le problème de l'hypertension artérielle, il est appelé le tueur silencieux, on dit silent killer. Donc, comme il peut ne pas y avoir des signes, tu peux ne pas avoir mal à la tête, tu peux ne pas avoir, disons, des bourdonnements d'oreilles, tu peux ne rien avoir du tout, pourtant ta tension n'est pas bonne. Et donc, du coup, dans le monde, seule la moitié des hypertendus savent qu'ils sont hypertendus. Et seule la moitié de ceux qui sont hypertendus sont pris en charge. Et seule la moitié de ceux qui sont pris en charge ont un traitement. Et seule la moitié de ceux qui ont un traitement sont équilibrés. Donc c'est pour dire que c'est un vrai problème donc, de santé publique qui est là. En Afrique, en Asie du Sud, dans les grandes villes, entre 40 et 45% de la population adulte est hypertendue. Ce qui est grave. Et donc, c'est pour vous dire que c'est quand même la première cause donc, de mortalité dans le monde, quoi. Voilà. Mais c'est la maladie de notre génération. Il faut faire avec. Après, on parlera de comment faire pour pouvoir éviter cela. Oui, comment faire même pour savoir qu'on est hypertendu? Alors, déjà, il faut écouter son corps. Okay. Voilà, écouter son corps. Si on n'a rien du tout, comme j'ai dit, si on est en mode silencieux, bon, vous ne pouvez rien y faire. Mais si vous écoutez votre corps, vous voyez que vous vous fatiguez anormalement. Okay. Vous avez, disons, des vertiges. Vous avez des céphalées. Vous avez des bourdonnements d'oreilles. Alors, ça ne coûte rien d'aller voir, disons, un infirmier, un médecin, juste pour prendre sa tension artérielle. Et en prenant sa tension artérielle, si les chiffres ne sont pas bons, l'infirmier va vous référer certainement voir un médecin. Et les médecins sont totalement outillés pour prendre en charge des cas d'hypertension un peu élevés. Le médecin généraliste est parfaitement outillé pour ça. Pas la peine comme beaucoup le font. Dès que la tension est un peu montée, oula, je cherche un cardiologue. Il n'y a pas besoin d'aller chercher spécifiquement un cardiologue. Vous voyez, un médecin généraliste, ils sont tous bien formés pour pouvoir prendre en charge ces chiffres tensionnels-là. Maintenant, s'il y a des complications, il pourra certainement vous envoyer voir un cardiologue. Ok. On parle aussi de l'hypo, voilà. L'hypotension, ça aussi, ça joue sur... voilà. L'hypotension, voilà, c'est l'hypotension aussi. Alors, l'hypotendu est fatigué. Oui. Voilà, il a une fatigue. Mais en général, il vit plus longtemps. Ah, d'accord. Voilà. Okay. Maintenant, on peut être, disons, hypotendu. Et pour vous, les jeunes dames, à partir de 50 ans en allant, vous allez perdre cette chance que vous aviez. Voilà. Vous allez basculer en cette protection. Vous allez basculer donc en normotension. Et puis, peut-être, plus tard, ça peut continuer, disons, à grimper un tout petit peu. Voilà, mais juste le fait d'être fatigué, le fait d'avoir des vertiges, mais l'hypotension, bon, avec du repos, en général, ça se règle bien. D'accord. Et quelles sont les causes de l'hypertension et de l'hypotension? Alors, je suggère qu'on parle d'hypertension artérielle, oui. Parce qu'il y a tellement à dire à ce propos. Okay, mais l'hypotension, quand on est hypotendu, à moins que cela ne soit lié à une maladie existante, sous-jacente
mais sinon si c'est juste le fait que vous soyez hypotendu, du fait que dans votre famille les gens sont hypotendus, ça c'est pas un souci. Mais quand on est hyper tendu, alors il y a beaucoup de facteurs de risque qui font qu'on peut être, disons, hyper tendu. D'abord, il y a les antécédents donc familiaux. Si papa, si maman sont hyper tendus, j'ai beaucoup de malchance de devenir aussi hyper tendu à un certain moment donné. Ok. Donc c'est héréditaire alors? Voilà, il y a l'hérédité qui est là. D'accord. Donc à part cela, dans la vie de tous les jours, il y a le stress. Il y a ce qu'on appelle le syndrome, ce qu'on appelle lifestyle syndrome. Ça veut dire le syndrome du style de vie. En général, nous sommes tous assis, disons, devant notre télévision. Les garçons, très souvent, avec, disons, un shop de bière. Ça boit la bière, ça boit de l'alcool, ça zappe. On appelle ça, disons, le syndrome de la zappette. Ça zappe, disons, la télé pour changer, pour regarder. Et quand bien même on a besoin de quelque chose, juste à la cuisine ou ailleurs, on appelle quelqu'un. Voilà, ah tiens, amène-moi ci, amène-moi ça. Nous ne faisons aucun effort. Donc la sédentarité, d'accord. Voilà. Après cela, il y a les alcools, il y a les drogues, il y a la cigarette. Donc toutes ces choses-là qui sont des substances vasopressives. Donc quand vous prenez l'habitude donc de le prendre, ça presse donc les vaisseaux sanguins. Et puis donc évidemment en pressant les vaisseaux sanguins, ça monte la tension artérielle. Voilà. Il y a le diabète aussi, qui fait partie donc des facteurs de risque cardiovasculaire. Il y a les pilules. Ils font partie, disons, des choses... Contraceptives. Okay. Mais maintenant, ça se voit, disons, avec le gynécologue. Voilà, que les gynécos, disons, ne m'en veulent pas. Hein. C'est de bons médicaments, mais après, si ça élève la tension artérielle, disons, de certaines patientes, on a oublié donc de discuter et puis de voir comment, disons, réguler la situation. Voilà, donc voilà un peu ramassé. Bon, le manque de sport, évidemment, on a parlé donc de la sédentarité. Voilà, donc toutes ces choses-là ensemble peuvent faire, en plus du mauvais cholestérol, voilà, l'hypercholestérolémie. Non, il y a le bon cholestérol, qui est le HDL, il y a le mauvais cholestérol, qui est le LDL. D'accord. Voilà, donc ce qu'il faut faire, c'est travailler à avoir, disons, du bon cholestérol et essayer de ne pas avoir, disons, du mauvais cholestérol. Et là, ça passe par l'alimentation. Hein. Il y a l'alimentation, mais après, on produit du cholestérol, disons, en interne, endogène. Voilà, c'est pas tout ce qu'on prend, disons, par la bouche qui cause le cholestérol, on en produit, disons, en chose. Le corps en produit. Là aussi, l'hérédité y est pour quelque chose. Il y a des familles où il y a des hypercholestérolémies. Voilà, il y a des familles où il n'y en a pas. Donc voilà, je pense que grosso modo, c'est ça. Tous ces facteurs de risque que je viens de citer, ensemble. Bon, après, il y a le sexe féminin, évidemment, quand vous n'êtes plus protégé, comme je le disais tantôt, par les hormones, voilà, au moment donc de la ménopause, l'hypertension artérielle tend à poindre son nez. Ok. Période de ménopause. Oui. Est-ce que les grossesses aussi peuvent être considérées, lorsqu'on est enceinte, est-ce que ça peut contribuer aussi? Oui, il y a ce qu'on appelle, disons, l'hypertension artérielle gravidique. Okay. Donc, ça veut dire que pendant la grossesse, une jeune dame qui n'était pas, disons, hypertendue peut être hypertendue. Et donc là, en ce moment, obligatoirement, son gynéco va lui faire prendre un rendez-vous avec le cardiologue. Et tout ça pour travailler à éviter une pré-éclampsie ou peut-être à éviter une éclampsie. Voilà ce qui est dommageable pour la maman et puis pour l'enfant. C'est très dommageable. Donc du coup, oui, les spécialistes donc, du cœur et des vaisseaux ici, il n'y a pas à essayer de gérer ça. Il faut voir un spécialiste en cœur et vaisseau et ne pas rester seulement avec son gynécologue. Oui, bon. Pour moi, docteur, on entend très souvent certaines personnes dire que le chagrin d'amour brise le cœur. Est-ce que c'est réel? Est-ce que scientifiquement, est-ce que cela est prouvé? Alors, ce syndrome-là s'appelle le syndrome de Takotsubo. Ça existe. C'est un syndrome qui existe, ça existe. Ce n'est pas seulement non, c'est un japonais. C'est un japonais. Alors, la vérité, c'est que ça fait mal. C'est vrai. C'est vrai, ça fait mal. Mais je n'entends pas de l'oreille. Alors, donc le syndrome de Takotsubo, il existe bien.
la douleur qu'on ressent, parce que il y a eu un souci dans un couple, des histoires d'amour qui se sont mal terminées. Cette douleur-là est liée au cortisol qui est délivré donc, dans le sang à cause donc, du chagrin. D'accord? Voilà. Donc ça existe vraiment, mais c'est loin d'être un problème, disons, cardiaque. C'est momentané, voilà, qu'il y a une douleur, disons, dans la poitrine qui peut faire penser à une crise cardiaque, mais avec le temps, ça guérit tout seul. Et ça guérit bien. Non, on n'a pas besoin de cardiologue. On n'a pas besoin de cardiologue. Si tu continues de nourrir toujours la même douleur, ça peut devenir problème cardiologique. Hein? Oui, ça peut l'être aussi, parce que si après, disons, quelqu'un n'arrive pas à s'en sortir d'une telle situation, après tu peux être, disons, hyper tendu. Voilà. Ensuite, avec tout ce qui s'ensuit. Dépression et autres. Oui, ça c'est clair. Ça c'est clair. Je pense que si ça arrive à quelqu'un, il faut juste se lever et puis continuer à marcher, quoi. Boire de l'eau, faire le sport. Voilà, il faut continuer. Docteur, j'ai une question. Qu'est-ce qui explique la recrudescence actuellement des AVC chez les sujets plus jeunes, notamment les femmes, dans ces dernières années? Alors, je ne sais pas s'il y a recrudescence ces dernières années, mais ce qui est certain, l'AVC et puis l'infarctus du myocarde a rajeuni. D'accord? Voilà. Avant, il fallait, disons, être un petit vieux de quelques années qui s'est fait son AVC ou son infarctus, mais maintenant, avec le stress ambiant, avec les boissons frélatées, avec les boissons énergisantes, avec les médicaments qu'on prend, qui pour maigrir, qui pour grossir, et tout ça ensemble, et ça donne, disons, un désordre au niveau donc, de l'organisme, et puis l'accident peut arriver. Et c'est comme tout à l'heure, j'ai pensé, mais je ne l'avais pas dit, un accident arrive parce qu'il y a plusieurs choses ensemble qui se mettent ensemble pour que ça arrive. C'est comme un accident d'avion. Un AVC n'arrive pas seul. Certainement qu'il y a peut-être, disons, une hypertension, il y a du cholestérol, il y a une arythmie cardiaque, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place et ensemble, ça donne un AVC ou bien un infarctus, enfin, une crise cardiaque. Voilà. Mais sinon, comme ça, tout de go, se lever et puis faire, disons, un infarctus ou une crise cardiaque, non. D'accord. Ok, vas-y, Atara. Oui, mais souvent, il y a quelques années, on a vu certains joueurs, on a vu des joueurs s'écrouler sur des terrains de foot. Est-ce que c'est dû à quoi? C'est des arrêts cardiaques, oui, mais est-ce que ils sont, on va dire, on n'a pas leur dossier médical, mais est-ce qu'il est bien important, on nous dit de faire beaucoup de sport, est-ce que trop de sport ne crée pas de problème de cœur, d'arrêt cardiaque ou d'AVC? D'accord, merci pour votre question. Pour les footballeurs, le cas le plus emblématique, je pense, c'est le cas de Marc-Vivien Foé. C'est ça, oui. Qui était tombé et puis qui a perdu la vie sur le terrain. Le cœur a 4 cavités, 4 chambres. Alors, on appelle ventricule gauche la chambre qui chasse le sang pour monter par l'aorte, pour vasculariser tout notre corps. Chez lui, il avait, disons, un muscle, le septum interventriculaire, qui était trop musclé. Donc, quand le cœur, quand la pompe chasse le sang, ça bute contre le muscle, d'accord, au niveau du septum. Voilà. Donc, le sang n'arrive pas à bien passer par l'aorte. Alors, donc ça, c'est un accident et c'est des accidents qui arrivent. Mais pour ce footballeur-là, je suis certain que ces médecins avaient déjà vu ça. On ne peut pas ne pas avoir vu ça en faisant une échographie cardiaque. Alors pour prendre, disons, mon cas personnel, il fut quelques années où je m'occupais de l'équipe nationale du Burkina. On a fait donc des bilans de quelques joueurs. Mais quand il y a des joueurs que tu veux déclasser parce qu'ils inaptes, ah, docteur, ça il joue bien. Ah, putain, c'est notre bon joueur. Donc, en fin de compte, c'est pas évident. Bon, le gars, il te dit que non, lui, en Europe, là-bas, il joue, personne ne lui a dit, mais ils ne t'ont pas dit la vérité. Voilà, ici, bon, c'est vrai que nous sommes là. Et vous savez, nul n'est prophète chez soi. Voilà, un cardiologue de ton pays va te dire, ah non, toi, il faut arrêter de jouer au ballon. Parce qu'ailleurs... Bon, lui, il a le gombo de ça. Donc, c'est difficile. Voilà, mais pourtant, ça arrive tout le temps.
que des bons footballeurs aient des problèmes, disons, cardiaques. Mais après, bon, qui sommes-nous, nous, simples cardiologues, pour pouvoir dire à quelqu'un, écoute, bon, ne va plus jouer au ballon, c'est sa vie que tu arrêtes. Voilà. Sinon, dans les checks que les équipes font, il y a toujours un cardiologue du sport qui les voit. Et quand il y a un problème, ça se voit. Mais après, ça peut être politique, ça se gère, de telle sorte qu'ils continuent à jouer. Okay. Voilà. Maintenant, ça fait que j'oublie la dernière partie de votre question. Non, c'est bon. Okay. Est-ce que trop de sport aussi ne peut pas trop de sport. Oui, certains sports ne sont pas dangereux pour le cœur. Alors, trop de sport, a priori, bon, quand on est hypertendu, parce qu'on vient de parler des hypertendus, quand on est hypertendu, il y a des sports qu'on ne peut pas faire. Okay. On ne peut pas faire l'haltérophilie, soulever, disons, les poids, oui. Parce que très vite, on passe d'une tension normale à une tension excessivement haute, et là, on n'a pas le droit. Ce qu'on doit pouvoir faire comme sport, c'est la marche, c'est du vélo, c'est de la natation. Mais les sports qui montent, les sports de combat et puis l'haltérophilie, ça, on n'a pas le droit, disons, de le faire. Voilà. Maintenant, trop de sport, à un certain âge, oui, trop de sport, ça nuit. Voilà. 50 ans en allant, il y a des sports, disons, à faire en douceur. Voilà. Et puis, chacun le fait selon, disons, son âge et selon son aptitude physique. Voilà. Maintenant, bon, personne ne va aux Jeux Olympiques, quoi. Donc, voilà. D'accord. Alors, docteur, moi j'ai une question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a une différence entre AVC et crise cardiaque? Alors, l'AVC est pour le cerveau. Ok. C'est le même type d'accident, mais dans le cerveau. Okay. Et puis, la crise cardiaque, c'est au niveau des coronaires, qui sont les vaisseaux du cœur. Okay. Voilà, c'est ce que nous appelons en général crise cardiaque, comme vous l'avez dit. Sinon, ça s'appelle l'infarctus du myocarde. Voilà. Okay. Après, dans notre société, très souvent, quand quelqu'un meurt, on dit « Ah, qu'est-ce qu'il a eu? Ah, il a eu un AVC. Personne n'en sait rien. C'est possible, mais ça peut être, disons, carrément, disons, une crise cardiaque. Voilà, donc un infarctus, quoi. Ok. Voilà. D'accord. Moi, je voudrais parler de quelque chose. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Tu peux être assise et puis en même temps, tu as une douleur là dans le dos ou au niveau de la poitrine, comme si on te poignardait. Est-ce que lorsqu'on a ce type de douleur, on doit courir voir directement un cardiologue ou bien juste un généraliste? Non, absolument pas. Déjà, même on ne court pas pour voir quelqu'un. Et là, c'est la colonne vertébrale que vous indiquez. Au dos, c'est la colonne vertébrale. D'accord. Mais ça peut être au niveau de la poitrine aussi. Ça peut être là. Non. Il y a la colonne vertébrale, il y a les nerfs qui passent donc dans la colonne vertébrale avec des projections donc dans la poitrine. D'accord. Donc ça fait que vous pouvez avoir un point ici et puis la douleur va se ressentir en antérieur. Voilà, donc ce qu'il faut faire, c'est de pouvoir, disons, bouger soi-même, voilà, avant de courir, quoi. Avant de courir, voir le cardiologue. Docteur, vous avez parlé des préclampsies. Oui. On en revient à ça. Oui. On constate également ces dernières années que ce sujet touche encore de plus en plus les sujets les plus jeunes, notamment toujours les femmes. Y a-t-il vraiment des raisons à cela? Alors, pour qu'il y ait prééclampsie, il faut d'abord qu'il y ait une tension artérielle qui n'est pas bonne et qu'il y ait, disons, dans les urines des protéines. D'accord, la protéinurie qu'on fait faire. Donc ça veut dire quoi? Dès que quelqu'un est enceinte, la personne doit pouvoir voir son gynéco qui va faire un suivi. Et dans le suivi, le gynéco demande toujours ça. Il va prendre la tension artérielle, il va, disons, regarder les urines, il va faire donc les examens donc, de la créatinine, enfin les examens donc rénaux, et puis on saura s'il y a une tendance à aller vers la prééclampsie ou pas. Les gens qui sont bien suivis, ça, on voit venir. Voilà. Après, il y a des gens, disons, qui ne sont pas bien suivis pour plusieurs raisons. Voilà. Et là, évidemment, elle peut se faire surprendre par une prééclampsie et plus tard par une éclampsie. C'est quoi la différence? Alors, la différence, c'est que, enfin, c'est la suite donc de la prééclampsie. Et la comme je vous ai dit tout à l'heure, oui, non, la prééclampsie, donc il y a une tension artérielle qui est un peu élevée. Et on trouve donc dans les urines des protéines. Voilà. Après, tu peux avoir, disons, un flou visuel, etc. Des céphalées, d'accord, liées donc à la tension artérielle qui est élevée. Puis l'éclampsie, la personne va convulser. C'est l'étape qui est après ça. Donc, il y a tout ça ensemble, plus les convulsions. Voilà. Et puis, évidemment, si c'est possible d'opérer la dame, le gynéco le fera. Mais quelquefois, disons, c'est pas possible. Et puis, bon, on perd, disons, ou l'un ou l'autre, ou les deux ensemble. D'accord. S'il vous plaît, docteur, dites-nous,
est-ce qu'il est possible, quels sont les signes d'un AVC? Est-ce qu'il est possible de reconnaître par avance un arrêt cardiaque ou un AVC, les signes? Ok. Alors, un arrêt cardiaque, déjà la personne, disons, va s'écrouler. Le cœur peut être arrêté en ce moment-là, il va s'écrouler. Quand on a un infarctus du myocarde, d'abord c'est une douleur que nous avons donc dans la poitrine, une douleur vive, comme si on te poignardait avec un couteau, avec irradiation à l'épaule, à la mâchoire. Mais la difficulté, disons, chez les femmes, il peut ne pas y avoir ça, mais avoir une douleur abdominale ou une douleur au dos. Donc très souvent, il y a eu, disons, des cas où on ne pense pas à un infarctus. On va essayer de prendre en charge autre chose. Et là, le délai de prise en charge est très important. Plus on traîne, dans le cas de l'infarctus ou dans le cas de l'AVC, plus on traîne pour prendre en charge, plus on a des chances de perdre le patient. Là, il faut être extrêmement rapide. Dans l'heure, dans les 2 heures qui suivent, la prise en charge doit être faite. Et nous, d'ailleurs, les cardiologues africains, disons, et les neurologues sont témoins. Et nous mettons énormément de temps à prendre les gens en charge parce que les gens ne viennent pas vers nous à temps. Voilà. Il y a un patient que j'ai perdu il n'y a pas longtemps, il a eu une douleur thoracique dans la poitrine la veille à 4 heures du matin. Il dit bon, il va attendre le matin pour venir à la clinique. Et donc il a attendu, il est venu, on a constaté, disons, l'infarctus, mais on avait dépassé le temps où on peut injecter un médicament pour faire fondre le caillot de sang. Donc quand c'est dépassé, tu ne peux pas faire grand-chose. Et là, on l'a perdu. Et en plus, c'était quelqu'un de très proche. Donc ça fait mal. Donc c'est pour dire que s'il y a une douleur que vous ressentez dans la poitrine, il n'y a pas à attendre. On se lève, on court doucement, comme on peut, voilà, pour aller, a priori, c'est une douleur thoracique, aller dans un service de cardiologie, si possible, directement. Voilà. Maintenant, l'AVC, parce que la question avait 2 volets. Voilà, l'AVC, donc, c'est l'accident, donc, c'est pas donc dans le cerveau. Alors, quelqu'un peut tomber, il peut être conscient, comme il peut ne pas être conscient. Et vous pouvez constater immédiatement une paralysie ou pas. Si ça va dans ce sens, oui, c'est plus un AVC. Après qu'il faudra, disons, plus diagnostiquer en ischémique quand on fera, disons, le scanner ou en hémorragique. Mais là où c'est des urgences cardiovasculaires, neurovasculaires, il faut prendre la personne immédiatement, aller dans un centre cardiovasculaire ou neurovasculaire. Ou en d'autres mots, aller aux urgences médicales. D'accord. Okay. Moi, je voulais savoir, lorsque on a devant nous quelqu'un qui tombe, hein, quelqu'un qu'on voit, on se dit, bon, ce sont peut-être les signes de l'AVC ou un truc comme ça. Qu'est-ce que faut-il faire avant de pouvoir même amener la personne à l'hôpital? Quels sont les gestes qu'on peut... Voilà, les premiers secours. Oui, en fait, bon, avant de pouvoir l'amener. Bon, déjà, si quelqu'un tombe, c'est peut-être déjà essayer de voir est-ce qu'il est conscient ou pas. D'accord. Et conscient ou pas, c'est déjà peut-être l'appeler par son nom si vous le savez. Oui. Essayez, disons, de le réveiller. Si vous ne le connaissez pas, demandez-lui est-ce qu'il a une maladie connue, est-ce qu'il est hypertendu, est-ce qu'il a pris ses médicaments, est-ce qu'il est diabétique, est-ce qu'il a pris ses médicaments. Parce qu'en fait, on peut tomber pour 1000 raisons. On peut tomber parce qu'on a une hypoglycémie, on peut tomber parce qu'on a une hypotension, on peut tomber parce que la tension est très élevée. Donc on peut tomber pour 1000 raisons. On peut tomber même parce qu'on a trop faim. Hein. Parce qu'on a faim. Voilà. Parce qu'on a porté une gaine aussi qui sert un peu. La gaine sert trop. On peut tomber. Non, mais ce que vous dites. On va demander un peu de gaine là. Ce que vous dites tomber parce qu'on a faim. On a faim, oui. Il semble qu'il y a une histoire drôle comme ça. Hein. Il y a une Ladji qui est tombée, donc tout le monde dit ah, qu'est-ce que Ladji a? Personne ne sait ce que Ladji a. On dit ah, est-ce que c'est pas le diabète de Ladji? Et là, il dit rien. Est-ce que c'est pas la faim? Que de donner une boule de dégain. Voilà. Il a dit de faire 2. Voilà. Il avait faim. Voilà. Vu qu'on parle de dégâts et d'aliments, docteur, est-ce qu'il y a des aliments quand même qu'il faut prioriser ou éviter afin de maintenir le bon fonctionnement du cœur? Alors, tout est dans l'excès. D'accord. Voilà, la vie, nos façons de faire, c'est dans l'excès. Si vous prenez de l'alcool et que vous abusez dans la prise d'alcool, si c'est de l'alcool par exemple tel que le pastis ou le ricard, ça contient des substances qu'on appelle l'anis. D'accord? Et donc ça c'est vasopresseur. Ça va monter la tension.
ceux qui prennent ça beaucoup et souvent, ils vont donc avoir une tension élevée. Vous avez dit l'anis, hein? Oui. Ok. Ah, voilà. C'est ça, oui. Oui, c'est ça. Ah, oui. voilà. Mais personne ne connaît disons, la quantité qu'il y a dans un litre. Ok. Voilà, je ne sais pas, Voilà. je ne peux pas vous dire ça. D'accord. Maintenant, il y a la cola. Je pense que les gens diront croque moins maintenant, je pense. Je n'en sais rien. Ce petit cola là où... Non, pas petit cola. Ok. La cola donc de mariage. Voilà, il y a la cigarette, il y a le cigare. Chicha. Toutes ces choses sont vasopressives, ça monte disons la tension. Et puis tous les médicaments que les jeunes ou même les moins jeunes prennent pour être performants au lit, tout ça, ça peut poser des problèmes disons plus tard, des crises cardiaques. Merci ou, de le dire. d'AVC. Ok. Donc chacun doit aller avec ses moyens. À son rythme. Être fier. On n'a pas besoin de faire autre chose. D'accord. Ok. Donc il n'y a pas des aliments, par exemple, là qu'il faut manger régulièrement, parce que voilà, ça permet. Alors, non, les aliments, il y en a. Okay. Il faut manger, disons, ce qui est vert, de la salade, tout ce qui concerne des brocolis, et les aliments qui contiennent ce qu'on appelle la coenzyme 10. En fait, c'est des aliments qui contiennent, disons, des molécules qui permettent, disons, qui retardent le vieillissement. D'accord. Et ça, c'est bon, disons, pour le cœur et puis les vaisseaux. Ok. Voilà. Mais on a tout ça ici. Hein. Et boire beaucoup d'eau comme vous. Et boire d'eau, mais ça, c'est parce que je suis là avec vous. En tant qu'un bon dabiré, ça se comprend. Non, mais les dabirés, en tout cas, on boit un peu. Oui, vous buvez, voilà, c'est de l'eau, mais ils boivent beaucoup d'eau. Voilà. Les téléspectateurs voient que c'est de l'eau que je bois quand même. Alors, moi, j'ai une question un peu personnelle. Une fois en consultation avec un médecin, il a eu à me dire qu'au repos, mon cœur bat vite, comme si je faisais du sport. Est-ce que, et puis bon, après, j'étais un peu plus jeune, bon, je dirais, voilà, est-ce que c'est normal? Le cœur de la femme, plus petit, comme je disais au début, mais il bat, disons, plus vite. Okay. Alors, donc, comme vous n'avez pas les chiffres, peut-être, disons, qui vous a donné, si le cœur bat entre 60, 80, 90 encore, ça va. Okay. Mais si ça dépasse, ça atteint 100 en allant, c'est ce qu'on appelle une tachycardie. Là, c'est excessivement, là, c'est rapide. Et si c'est vraiment rapide, il faut voir un médecin. Pas obligatoirement un cardiologue, voir un médecin généraliste qui va faire donc des tests sanguins, qui va regarder la thyroïde, voilà, et puis regarder pour voir pourquoi est-ce que le cœur est excessivement rapide. D'accord. Mais par minute, le cœur bat entre 60 et 100. 60 et 100, okay. Mais le mieux, c'est entre 60 et puis 80. D'accord. Ah oui. Okay. Ce serait l'idéal. D'accord. Merci. Oui, on voulait savoir, est-ce que, par exemple, lorsqu'on est en surpoids, parce qu'il y a des personnes qui grossissent, mais en un temps record, en fait, est-ce que ça peut aussi être des causes de... Oui. Ça fait directement partie des facteurs cardiovasculaires dont on appelle l'obésité. Alors, on dit obèse, là, je pense que votre public est plus féminin. Si on avait, disons, un mètre ruban, quand on passe ça autour donc, du nombril, la norme, c'est jusqu'à 88 cm. Ok. Je ne sais pas si ici, on mesurait, on allait trouver, ce qu'on va trouver, je ne sais pas. Mais en tout cas, si ça dépasse, il y a un problème. 88. Ça ne doit pas dépasser 88 cm de poutou et péri-ombilical. D'accord. Maintenant, évidemment, si c'est 88 jusqu'à 100 encore, ça va. Mais si c'est largement au-delà, vous êtes, disons, en obésité. Mais la meilleure façon de calculer les problèmes, disons, de régler les problèmes d'obésité, c'est de calculer l'indice de masse corporelle. Okay. D'accord. Le poids sur la taille au carré. Voilà. Donc, quand vous êtes entre 26 et 28, ça va. D'accord. Mais après, quand on dépasse, on est à 30, on est à 33. C'est vous-même qui avez dit le mot. Une de vous, en tout cas, c'est une obésité morbide, quoi. Voilà. Donc, il faut regarder. Bon, l'obésité, quand même, ça pose problème. Ça va vous amener vers du diabète de type 2. Ça va vous amener, disons, vers de l'hypertension artérielle à coup sûr. Et puis après, avec l'excès de cholestérol et autres, ça peut donner donc un infarctus et tout ce qui s'ensuit. D'accord. Sur les réseaux sociaux, on voit souvent des
des remèdes miracles pour l'hypertension, pour est-ce que c'est conseillé? Est-ce que vous conseillez ces suivis-là? Alors, j'imagine que vous savez très bien ce que je vais répondre. Non. Je vois que je sais très bien que tu réponds. On sait bien que c'est un non, en tout cas. Moi, ça c'est ma caméra. Oui, c'est votre Je regarde là. Regardez, voilà. Et puis je déconseille fortement d'utiliser, disons, tout ce qui est conseil sur les réseaux sociaux. Les médecins, nous sommes là. Nous avons été formés pour cela. Donc, s'il vous plaît, je vous donne l'exemple, disons, d'un patient il y a quelques années que j'ai vu, qui est venu me voir et il refusait son hypertension artérielle. Il ne veut pas l'accepter. Il y a des choses, il y a des médicaments, etc. Il va faire la phytothérapie. Je n'ai rien contre la phytothérapie quand c'est prouvé. Quand ce n'est pas prouvé, sur un patient ça marche, sur 3 autres patients ça ne va pas marcher. Voilà. Et donc du coup, il est revenu quelques temps plus tard et c'est son épouse qui le poussait dans un fauteuil roulant. Il avait été frappé d'un AVC hémorragique. Il était totalement paralysé, aphasique, donc il ne pouvait plus parler, totalement paralysé. Et puis il était là, il me regarde et puis il pleure. C'est un gâchis. C'est un gâchis. Alors, si vous êtes dans un endroit où il n'y a pas de médecin, pas grave. N'importe quel infirmier, ils sont bien formés chez nous au Burkina. N'importe quel médecin, ils sont bien formés. Ils vont vous trouver un traitement. S'ils ne peuvent pas, ils vont vous envoyer voir l'étape supérieure, à savoir le médecin spécialiste en cœur et vaisseau. Donc, il ne faut pas prendre. Voilà, merci. Pas d'automédication, Oui, pas exactement. d'automédication. D'accord. Ouais, ça, tu as une question? Non, c'est bon. Ok, d'accord. Quelqu'un a une question? On va quand même revenir encore sur l'alimentation. Hein. Par exemple, aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes qui passent le temps à boire les boissons énergisantes. Parce que là, je ne suis pas du corps médical, mais je me dis que quelque chose qu'on peut dire que c'est pour booster l'énergie. Est-ce que quel conseil vous avez à leur donner? Parce qu'on sait déjà que c'est pas bon. Je pense que nous tous ici savons que c'est pas bien. Mais ils peuvent encourir quoi en fait? Alors, ce qui peut arriver déjà, il y avait un médicament en Côte d'Ivoire avant qu'on appelait Atoté. Il y en a toujours, hein. Même ici, il y en a. Bon, Atoté. Voilà. Donc, ça a été prouvé par nos confrères ivoiriens que ça induisait des insuffisances rénales. Beaucoup de jeunes ont bousillé leurs reins parce qu'ils voulaient être performants au lit. Donc, résultat, ça se passe toujours mal. Et d'ailleurs, je crois savoir qu'ici au Burkina, c'est interdit normalement. Voilà, même si je vois que ça continue un peu, c'est interdit. Donc, le mieux, c'est de ne pas essayer parce que ça vous monte la tension. Déjà, en temps normal, des gens qui sont dans un débat sexuel, ils ont des tensions déjà élevées. 18, 19, 20 de tension même possible. C'est une épreuve d'effort. Ah, ok. 20 de tension. Et puis c'est fini. Voilà. Donc, du coup, Il y en a qui me connaissent. Mais ça, c'est pas mortel là. Ah, si, mais tu peux en mourir. Ah, voilà. Non, j'ai pas compris la question. Non, je pense que c'était mortel. Non, mais docteur, c'est vrai. Après, moi, je veux savoir, il y en a qui meurent pendant l'acte. Oui, Et pourquoi? ça s'appelle en latin mortus in coitus. Ok. Donc, mort pendant le coït. Plus c'est un accident qui arrive, après l'acte sexuel. Donc, ça peut être un infarctus du myocarde. La plupart du temps, c'est plus un infarctus du myocarde qu'un AVC. Okay. Bon, ça, c'est un peu embêtant, quoi. C'est un peu embêtant. Et encore une fois, il y a longtemps, une dizaine, non, peut-être 20 ans, quand j'ai rentré fraîchement des études, il y a eu un décès à l'hôtel Azalaï. À l'hôtel Azalaï, je pense qu'il y avait les deux protagonistes. C'était bien amusé. Et puis après, la dame dit qu'elle pensait que le monsieur dormait. Voilà. Et puis il est mort. Il est parti de l'autre côté. Tranquillement. De l'autre côté. Après le contrat conclu, il est parti. C'est parti. Oh là. Peut-être que c'est une des meilleures morts qui soit. Donc, il est mort heureux. Ça me rappelle en même temps, ça m'amène une idée. Hein. Il y a des croyances qui disent, bon, je pense même que c'est scientifiquement, qui disent que les rapports sexuels sont non seulement bons pour le cœur, ils sont également bons pour le cerveau. Pouvez-vous nous confirmer cela? Ce que je sais, mais scientifiquement, des rapports sexuels, c'est que ça lutte contre le stress,
Ok. Ça lutte contre l'insomnie. Ah, d'accord. Et puis, oui, et puis techniquement, le fait d'être bien physiologiquement, et ça joue sur votre bien-être. Et donc, du coup, le lendemain, les jours qui suivent, vous êtes bien dans votre peau. Vous êtes moins hargneuse, tout ce qu'il y a. D'accord, on est beaucoup plus jovial. Oui, et d'ailleurs, j'avais un prof de physiologie, en son temps, et qui disait que pour voir dans la rue les femmes qui sont sexuellement satisfaites, on peut les voir sur les visages des gens. Et c'est le prof de physiologie. Donc, elle nous envoyait, on sort, on regarde, et puis on essaie, disons, de deviner, quoi. Mais ça, on en rigole, mais c'est la vérité. Les hormones, choses, c'est bien pour le cœur. D'accord. C'est bien pour le cœur et pour le corps. Ok. Et pour le cerveau aussi. Donc. D'accord. Moi-même, j'ai posé la question en même temps. Dès que j'ai terminé la question, je me rends compte que pour le cerveau, évidemment, j'en sais beaucoup. Parce qu'on a la dopamine qui est créée, la sérotine qui est créée, il y a l'ocytocine qui est là, et il y a l'adrénaline aussi qui est là. Vous en savez beaucoup. Bah oui, je pense qu'avec ça, c'est des tonnes de... Et là, surtout, le stress, le cortisol baisse. Oui, c'est vrai. Pas de mieux pour être heureux. Dis à la faute, votre collègue. Chacun a son domaine. Alors, l'amour, pas la guerre. Voilà, oui, Antara, tu as une question? Oui, j'ai une question. Lors du sommeil, certaines personnes ronflent et à un moment donné, c'est comme si la personne arrêtait de respirer. Et après, la personne revient, je ne sais pas si on peut dire revient à elle et ça continue. Est-ce que c'est un risque pour le cœur en ce moment, les gros ronfleurs? Ok. Alors, c'est un vrai risque. Et votre question elle est d'actualité parce qu'en ce moment précis, nous sommes quelques cardiologues du Burkina en pleine formation. En ce moment, on doit même repartir à la fin de cette semaine pour terminer donc, et puis avoir notre parchemin. Et ça s'appelle de l'apnée du sommeil. Alors, l'apnée du sommeil est liée enfin, il y a des causes. Mais il y a l'obésité qui est une des causes. Voilà. Mais il y a des minces qui ronflent aussi. Hein. Si. Donc je n'ai pas dit que c'est... il y a des minces. J'aime bien comment vous indexez. Il y a des minces qui ronflent. Je n'ai indexé personne. Non, c'est même pas... Non. Je n'ai indexé personne. Enfin, docteur, il y a beaucoup de minces qui ronflent. Il y a beaucoup de minces qui ronflent. Il y a des minces qui ronflent. Donc pour vous répondre mais, plus sérieusement, et donc les gens s'arrêtent de respirer. Et quand ils s'arrêtent de respirer, ils désaturent. La saturation normale, vous et moi certainement, on est autour de 99%. Donc quand ils s'arrêtent, disons, de respirer, donc de prendre l'air, ils désaturent. Et donc, pendant plusieurs secondes dans cette même nuit, ils désaturent. Et puis le matin, la personne se réveille fatiguée, pas reposée. Et c'est une des causes même de l'hypertension artérielle aussi, ce qu'on ne savait pas avant. Et donc, nous sommes en train de nous mettre... Non, c'est un lien direct. Voilà, l'apnée du sommeil peut causer, disons, de l'hypertension artérielle. Et puis, on peut aussi mourir dans son sommeil. Il y a des gens, disons, qui peuvent s'arrêter de respirer, apnéiques. Sur YouTube, vous pouvez regarder, vous tapez apnée du sommeil. Il y a un monsieur que j'ai vu, il s'est arrêté, parce qu'on peut filmer. Dans les laboratoires que nous avons, c'est le laboratoire de somnographie. On peut filmer. Et le monsieur, il s'arrête de respirer 45 secondes après. Il revient à lui. Donc, nous, on fait ces examens-là à la clinique. Et la plupart, disons, des gens, ils reconnaissent que c'est vrai que ma femme me réveille ou mon monsieur me réveille parce qu'il ne m'entend plus respirer. Voilà, c'est des choses que les ORL, les médecins, les médecins cardiologues et les pneumos prennent en charge. Faites-vous dépister. Voilà. Si vous entendez qu'on dit que vous ronflez, bon, c'est pas la peine de faire la bagarre dans ça. Vous pouvez aller voir le docteur, il va vous dépister. Et si c'est une apnée du sommeil, on peut ronfler sans être apnéique du sommeil. Si c'est une apnée du sommeil, alors on pourra vous prendre en charge. Et ça se soigne? Ça se soigne. D'accord. Ça se soigne. Et on fait maigrir. On envoie à l'ORL quand c'est des affaires, disons, d'amygdale à enlever. Quand c'est des affaires de sinus, ça se soigne. Et puis... non, il y a des machines aussi qu'on donne pour respirer la nuit. Voilà, ça vous amène de l'oxygène frais. Non, la science a beaucoup évolué. Donc ne restez pas avec ça. Mais est-ce que les enfants peuvent aussi développer cela? Oui, les enfants peuvent développer ça. Mais en règle générale, les ORL et nos confrères nous aident beaucoup dans ça. Et on enlève les amygdales. Et en règle générale, ça
baisse beaucoup l'apnée des enfants. Voilà. Mais ce n'est pas un sujet que je connais très bien et je suis sur le sujet des adultes, l'apnée du sommeil chez les adultes. D'accord. Est-ce qu'on peut parler aussi du réveil brusque? Voilà, on sait que souvent tu mets le réveil ou tu demandes à maman de te réveiller et puis quand maman. Tu vas changer ça, hein? Change cette phrase rapidement. Sorry. Si, non, maman qui me réveille. on n'est pas d'accord. Oui, pour me dire, ah, il est l'heure pour aller à l'émission 19h. Et quand tu te réveilles brusquement, j'insiste toujours. J'insiste là-dessus. Maman qui me réveille brusquement. Et quand tu te réveilles, souvent tu as l'impression que c'est comme s'il y avait un bug au niveau de ton cerveau. Est-ce que c'est vraiment recommandé? Ce n'est pas recommandé. Okay. Il faut essayer de se réveiller en douceur. Voilà. Je suis certain que si on doit prendre votre tension, au moment où vous êtes réveillé en sursaut, la tension va être un peu élevée. Ok. Voilà. Et donc, quand vous êtes couché, si vous devez vous lever, c'est de vous asseoir d'abord avant de vous lever. Sinon, vous basculez et donc la tension artérielle dans le corps va changer beaucoup trop vite. Voilà. Mais sinon, l'autre truc, on n'a pas cru, hein, c'est pas la peine. Mais croyez-moi, je suis une vierge sur ce plateau. Oui, je suis une vierge sur ce plateau. Dans la même lancée, hein, okay, est-ce qu'il y a des postures de sommeil, une bonne posture adaptée au sommeil pour éviter des AVC? Non, absolument pas. Absolument pas. Maintenant, si on ronfle, voilà, c'est mieux d'être couché sur le côté, voilà, que d'être couché sur le dos. Voilà, c'est mieux. Mais pour l'AVC, non, absolument pas. D'accord. Intéressant, dernière question. Pour ma dernière question, en fait, c'était de savoir, docteur, est-ce que les téléphones jouent sur notre santé du cœur? Nos téléphones, nous sommes toujours avec nos téléphones, nous les femmes et tout. Même les hommes, hein, on est très souvent sur les téléphones. Est-ce que ça joue sur le cœur? Alors, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas d'études, en tout cas à ma connaissance, qui montrent que cela joue sur l'organisme. Mais je suis pratiquement certain qu'il y en aura un jour où on va nous dire, ah, vous savez, finalement, parce que nous avons dans le cœur le pacemaker, donc le faiseur de rythme. C'est un tout petit point là comme ça, et donc qui envoie les influx, etc. Moi, je me dis bêtement que peut-être que toutes les ondes qui nous entourent là, peut-être que ça va troubler ça un peu. Donc je ne peux pas répondre exactement avec exactitude. Non. Ok. Merci beaucoup, docteur. L'émission est malheureusement à sa fin. Voilà. On vous avait dit. On vous a dit que ça va aller très vite. Ah oui. Mais on ne va pas se quitter sans quelques conseils de prévention et quand est-ce qu'il faut écouter son cœur, aller voir le médecin ou le cardiologue. Alors, donc, habituellement, bon, c'est ce que tous les médecins disons, vont certainement vous dire, il faut manger sain. Tout est dans l'abus. Voilà. Même l'alcool, vous pouvez, disons, boire. Mais il faut boire un peu. Voilà. Et en tant que cardiologue, peut-être le vin rouge, parce qu'on dit que ça contient des radicaux libres, peut-être serait indiqué, mais de toute façon, tout est dans la dose. Voilà. Évitez, disons, les alcools trop forts. Donc, faites du sport. Je pense que c'est tout. D'accord, ok. Vraiment, merci beaucoup à vous d'être passé sur notre plateau. Et on espère vous revoir très bientôt. Vous m'avez fait peur au début, mais quand je suis rentré... Et voilà. Mais tout s'est bien passé. Est-ce qu'on doit aller voir le cardiologue au moins une fois par an ou 2 fois par an? Alors, une consultation de prévention, par exemple? Oui, au moins une fois par an. D'accord. Voilà. Ok. Quand on est adulte, voilà, on peut une fois par an aller faire un électrocardiogramme. D'accord. Et puis c'est bon. Ok. Merci beaucoup à vous, docteur. Merci beaucoup. Et merci à vous, les filles. Grand merci à vous, chers téléspectateurs. Et n'hésitez surtout pas d'écouter votre cœur. Faites du sport et mangez sain et dormez bien comme moi je le fais, même quand maman me réveille. Sur ce, on va se dire au revoir, portez-vous bien et on se retrouve demain pour un autre numéro de 19h chez vous.